السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في إطار استعمال الذكاء الاصطناعي في مادة الرياضيات، أقترح عليكم في هذه الحصة استعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل الجواب عن هذا التمرين اللي هو التمرين 3 بالنسبة لفرض المحروس رقم 2 بتاريخ 23 مارس 2022. فكما كتعرفوا مسبقا هناك الجواب ديال هذا التمرين هذا غتوجدوه في السوتيان نيميرو 78 لا بارتي 6 voilà comme titre équation inéquation vecteur et translation اللي بطبيعة الحال هنا 78 اللي كنشوفو إذا هنا الأجزاء ديالو هما هادو كاين لا بارتي 1 حتى لا بارتي 6 فوالا لا مينياتور أو بيان الصورة المصغرة ديال هاد لي فيديو. فالجواب هو هذا بالنسبة ل Bien sûr, la construction. Ça veut dire quoi d'après cette question A égale 1,5 moins 2. هادي غير بعض اللقطات اللي غادي نشوفو هنا أولا غادي نشوفو لينونسي. دائما لينونسي هو هذا كان ديال التمرين 3 اللي عليه 5 ديال النقاط. كاين هنا 4 ديال الأسئلة. كاين هنا simplifier les sommes des vectoriels ici, la construction et montrer que les points sont alignés. إذا هنا عطيت الجواب مقترح في هذا الفيديو. هنا عطينا للذكاء الاصطناعي واش عطانا التحليل ديال الموضوع وكذلك التحليل ديال الأجوبة والأبعاد كذلك ديال هاد لي نوسيون sur les vecteurs et translation. فغادي نبداو هنايا التحليل اللي كان. C'est parti. Voilà. نرجعو للوراء. C'est parti pour une toute nouvelle aventure intellectuelle. Bienvenue dans cette analyse en profondeur. Je suis ravi d'être là aujourd'hui car notre objectif n'est pas simplement de faire des mathématiques pour le plaisir d'aligner des chiffres sur un tableau noir. Non, l'idée est véritablement d'explorer comment la logique pure, la rigueur mentale et la résolution de problèmes complexes sont enseignées et je suis ravie de plonger là-dedans avec ce cas très concret. Oui, un cas très ancré dans le réel. Pour planter un peu le décor, les documents que nous allons analyser aujourd'hui nous font voyager directement au Maroc. Il s'agit d'un authentique devoir surveillé de mathématiques. Le fameux DS numéro 1 du 2e semestre, c'est bien ça, hein? Exactement. Destiné à une classe de 3e année du cycle collégial, ce qu'on appelle couramment là-bas la 3AC, ce qui correspond à des élèves d'environ 14 ou 15 ans. Et ce document possède une empreinte historique très spécifique, puisqu'il est daté du mardi 29 mars 2022. Mais pour ajouter une couche d'analyse supplémentaire à notre discussion, on s'appuie aussi sur une ressource numérique bien plus moderne. Tout à fait. Le devoir lui-même provient du groupe scolaire Fès City, sous l'égide de l'Académie régionale de Fès-Meknès. Et il y a d'ailleurs une mention visuelle d'un document de soutien daté du 8 mars 2025. Ça montre bien que ces archives continuent de circuler, de servir de référence. Bah oui, ce sont des classiques. Mais la véritable clé de voûte de notre exploration d'aujourd'hui, c'est la transcription d'une vidéo YouTube de la chaîne Senjai Maths. Le professeur y décortique pas à pas la correction d'un des exercices de ce test. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment un simple bout de papier, une bête feuille d'examen distribuée un mardi matin, devient un véritable terrain d'entraînement pour l'esprit critique d'un adolescent. C'est presque intimidant, non ? Un peu, oui. La mission de cette analyse en profondeur, c'est vraiment de déconstruire ce test pour révéler la beauté de la logique mathématique qui s'y cache. Ce n'est pas juste une question de trouver la valeur d'une inconnue, en fait. C'est une question de structuration de la pensée face à l'inconnu. Bon, décortiquons tout ça. Dès le tout début du document, avant même que le regard de l'élève ne se pose sur le premier énoncé, il y a un détail visuel absolument crucial qui saute aux yeux. L'icône barrée. Voilà.
une grande icône représentant une calculatrice lourdement barrée d'un grand trait rouge. Le message est clair, net et sans appel. Les machines sont bannies de la salle. Le calcul mental et la logique pure sont de rigueur. Et interdire la calculatrice, ça change fondamentalement la nature même de l'effort cognitif demandé. L'élève se retrouve seul, vraiment seul, face à sa propre capacité de raisonnement. Il ne peut plus externaliser la partie laborieuse de la réflexion. Et le défi est d'autant plus grand que l'exercice 1, à lui tout seul, vaut 8 points. Sur un total que l'on présume être de 20, ça représente quasiment la moitié de la note globale. C'est énorme pour un seul exercice. C'est clair. Et il s'agit d'une série de tests autour d'une variable réelle nommée x. Ça commence doucement. On demande de vérifier si le nombre 3 maintient l'équilibre de l'équation 2x moins 1 égale 8 moins x. Ou de vérifier l'inéquation moins 2x plus 9 inférieur à 0, un échauffement quoi. Sauf que l'échauffement est de très courte durée et le test escalade super rapidement vers des équations où la difficulté est purement technique. On demande de résoudre 4 tiers de x moins 12 égale 0. Et la charge mentale augmente considérablement quand on commence à mélanger les types de nombres. L'élève ne manipule plus de simples entiers bien sages. Ah, ça non. L'énoncé introduit des racines carrées. On a x racine de 3 plus 2 égale x plus 2 racine de 3. Et l'obstacle final de cette section repose sur la maîtrise des identités remarquables. On a l'impressionnante équation, entre parenthèses x moins 4 au carré, égale entre parenthèses 2 moins 3x au carré. Et pour quiconque a oublié ces notions, les identités remarquables, ce sont ces modèles algébriques prédéfinis. Si l'élève tente de développer ça sans connaître la formule par cœur, ou s'il se trompe sur un seul petit signe négatif, moins, Tout l'exercice s'effondre. exactement. Si on relie cela à la vue d'ensemble, l'importance de cette exigence du sans calculatrice prend tout son sens. Sans la machine, on ne peut absolument pas deviner le résultat ou faire des approximations au hasard. On est contraint de maîtriser les règles fondamentales de l'algèbre. Comme transposer un terme d'un côté à l'autre en inversant son signe, réduire au même dénominateur. Voilà, ça force le cerveau à construire et à suivre un cheminement logique, étape par étape. C'est vraiment une évaluation de l'endurance mentale. Et le test pousse ça jusqu'à la représentation visuelle. L'élève doit résoudre de lourdes inéquations, du genre 4x moins 5 supérieur ou égal à moins x moins 20, toujours sans assistance. Et ensuite, il faut représenter physiquement l'ensemble des solutions sur une droite graduée avec un repère précis. Assurer la bonne partie, orienter correctement le crochet pour inclure ou exclure la valeur limite. Une seule erreur d'inattention transforme une réponse juste en un zéro pointé. Ce qui nous amène, du coup, à l'exercice 2. Ah, le fameux problème de mise en équation. C'est ça, une sorte de pause narrative dans le devoir. Il ne vaut que 2 points, mais il offre un défi d'une nature radicalement différente. C'est un problème écrit. Le scénario est le suivant, on est dans une classe de 3e. Très méta, puisque les élèves qui passent le test sont en 3e. Bien vu. Le texte dit que les 2/7 des élèves apprennent l'allemand. La moitié apprennent l'espagnol. Et les 6 élèves restants apprennent l'italien. La question finale clôture le récit. Combien y a-t-il d'élèves au total dans cette classe ? Le cauchemar classique du collégien. Totalement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pourquoi l'enseignant a-t-il choisi d'insérer ce petit texte juste après avoir bombardé les élèves de fractions et de racines carrées ? Eh bien, il y a une bascule cognitive majeure ici. Dans l'exercice 1, les variables, les x, étaient déjà posées sur la feuille de papier. L'élève n'avait qu'à appliquer des règles mécaniques pour les isoler. Ici, en lisant le texte, il n'y a aucun x visible. C'est vrai, pas la moindre trace de langage mathématique brut. C'est à l'élève d'extraire les données d'un texte pour créer sa propre équation. C'est la compétence de modélisation mathématique par excellence. Il faut réaliser que la question posée, le nombre total d'élèves, correspond précisément à cet inconnu qu'on va nommer x. Et ensuite, traduire les mots en symboles. Les 2/7 deviennent une fraction qui multiplie x. La moitié devient une autre fraction multipliant le même x. Et la logique doit dicter que si on additionne le groupe d'allemand, le groupe d'espagnol et les 6 élèves d'italien, l'ensemble doit être parfaitement égal à x, le total de la classe. Cette traduction du langage naturel vers l'abstrait demande une grande souplesse d'esprit. On peut être un as du calcul pur et bloquer complètement face à ces deux phrases, faute de savoir modéliser. Après cette incursion dans le monde réel, le devoir prend un virage assez spectaculaire. On abandonne les nombres pour plonger dans l'espace, avec la géométrie vectorielle. Ce sont les exercices 3 et 4
qui valent 5 points chacun. Des poids lourds, donc. Et la géométrie vectorielle, c'est souvent un mur conceptuel. On introduit le vecteur qui n'est plus juste une longueur, mais un déplacement. Tout le pan du devoir repose sur un parallélogramme de base, nommé ABCD. Pour donner une idée de l'exercice 4, il aborde les translations liées au vecteur AC. On demande de construire des images de points, de prouver qu'un point est le milieu d'un segment et de démontrer que les droites EF et BD sont parallèles. Un programme très dense. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Car pour l'exercice 3, nous avons la correction détaillée par le professeur de la chaîne YouTube Senja Math. Prenons la question 2. L'énoncé demande de construire un point E tel que le vecteur AE soit égal à moins 1/2 du vecteur AD. Et le prof sur YouTube décompose cette équation en 3 instructions physiques claires pour l'élève. C'est une pédagogie remarquable. Comment il s'y prend concrètement? Il montre qu'une égalité entre vecteurs donne 3 infos fondamentales. Premièrement, la direction ou l'alignement. L'égalité prouve que les points A, E et D sont alignés. Le point E est obligatoirement sur la droite infinie passant par A et D. Donc l'élève sait déjà sur quelle ligne poser sa règle. La deuxième information, j'imagine que c'est le sens, avec ce fameux signe négatif devant la fraction. Exactement. Le signe moins dans l'espace vectoriel agit comme un demi-tour. Le déplacement vers E se fera dans le sens contraire au déplacement vers D. Si D est à droite de A, il faudra aller chercher E vers la gauche. C'est ça. Et enfin, la troisième étape dicte la distance grâce au coefficient, ici 1/2. L'élève prend son compas, construit la médiatrice pour trouver le milieu exact du segment AD, prolonge la droite du côté opposé et reporte cette moitié de distance pour marquer le point E au millimètre près. Une leçon magistrale d'instruction précise. La question 3 répète un peu ça pour un point F, avec une petite nuance. L'équation dit que le vecteur EF était... Pour prendre la moitié de AD, il faut tracer, il faut construire le milieu de AD. Donc, je vois ça. J'ai déjà construit le milieu ici. Donc, ici, il faut prolonger cette demi-droite. Et avec le compas, ici, j'aurai le point E. Alors, moi, je le fais ici. Vous allez le faire avec le compas. Voilà la demi-droite. Ici, tout simplement, je vais prendre le symétrique ici. Et ça sera le point E. Voilà. Vous prenez ça là. On a à partir après. égale à 1/2 du vecteur BA. Ah, on introduit la notion de vecteur collinaire. Oui, le professeur insiste là-dessus. Pour quiconque n'est pas familier, c'est très visuel. Ça signifie que ces deux vecteurs se déplacent sur des rails parallèles. La conséquence spatiale, c'est que la droite EF sera parallèle à la droite AB. Et comme le signe est positif, le sens est le même. Et la distance sera la moitié. Donc on utilise son équerre, on trace une parallèle parfaite. Visuel. Chaque coup de crayon est justifié par une propriété mathématique. Ce qui nous amène, de façon assez inévitable, au grand défi de ce devoir. La question 4 de l'exercice 3. Après avoir dessiné les points E et F, l'énoncé... La droite à EF, il est parallèle à AB. Donc, on va tracer la parallèle à AB qui passe par, bien sûr, avec l'équerre, le compas, etc. Donc, on va tracer la parallèle à AB qui passe par E. Puis, nous avons un demi est positif. Alors, EF et AB en même sens. Donc, ici, nous avons ici le F. Bon, ça c'est PA, c'est pas. C'est PA. Ici c'est PA. Et BA en même sens. Voilà le vecteur BA. Oui. Alors, ce vecteur BA aura le même sens que le vecteur EF. Ça veut dire que je connais Fn. Sinon, le vecteur EF et le vecteur BA auront des sens contraires.
Donc F sera ici, dans cette partie. Troisièmement, on aura la distance de F, c'est la moitié de B1. Donc, on va suivre les trois étapes. Premièrement, on va construire avec l'équerre la droite qui passe par E, qui est perpendiculaire à AB. Puis, on va prendre ici, puisqu'on a déduit que le point F se trouve dans cette partie, il suffit de prendre tout simplement la moitié de AB, ici. J'ai déjà construit ici le milieu de AB. Alors, on va prendre cette distance égale cette distance. Donc, c'est ce que je vais faire ici avec le logiciel, et vous allez le faire, bien sûr, avec ici le matériel. Donc, on va tracer cette parallèle, puis alors, j'aurai tout simplement ce vecteur, je vais, et ici, on aura, bien sûr, ici, le point. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut vérifier à la fin? Il faut trouver à la fin que les points A, C, F sont alignés pour que la construction soit correcte. Et on doit trouver que les points sont alignés. Alors, je vais relier tous ces points et voilà, ces points, ils sont bien ici alignés. Alors, ici, je peux mettre ça au point ici. Et voilà. Ça, c'est pour cet exercice. Pour la question 3, il nous reste maintenant la question 4. On va montrer que les points sont alignés. Prenez d'abord la correction. Et CF. Si je trouve par exemple AC et AF sont collés, c'est que les points ACF sont alignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je trouve par exemple AC et AF sont collinéaires, ou bien CA et CF collinéaires, ou bien par exemple FA et FC collinéaires. Donc, il suffit de trouver l'une de ces trois égalités pour déduire ici l'alignement de ces points. Alors, bien sûr, il faut utiliser les données. Les données que nous avons ici, nous avons ces deux données, donc je supprime ici cette droite, bien, je la cache. Voilà. Alors, j'ai ici deux égalités. On a bien ici, pour la quatrième question, on a AE égale moins L demi fois AD. C demande de montrer que les points A, C et F sont alignés. Et là, le défi intellectuel est redoutable. On regarde la feuille, nos yeux confirment que les 3 points forment une belle ligne droite. Mais comment prouver formellement, par le calcul, un alignement qu'on voit juste avec ses yeux? C'est toute la question. L'intuition visuelle ne suffit pas et le professeur insiste lourdement là-dessus. Pour prouver cet alignement, il faut démontrer que le vecteur AC et le vecteur AF sont collinaires. Il faut prouver qu'un vecteur est un multiple de l'autre. Et l'explication détaillée dans la vidéo est fascinante. Pour rendre ça moins abstrait, utilisons une analogie classique pour comprendre la fameuse relation de Charles. Imaginons qu'on doive se déplacer en ville. Une bonne vieille balade. Voilà. Si je marche d'un point de départ vers une boulangerie, et qu'ensuite je marche de cette boulangerie vers un parc, mon déplacement total, c'est d'être allé du point de départ au parc. Le point intermédiaire, la boulangerie, s'annule dans le bilan final. C'est exactement le principe de la relation de Charles. Et c'est l'outil que le professeur va utiliser. Il prend les deux équations de départ, celles des points E et F, et il les additionne. Ce qui nous donne à gauche AE, vecteur AE, plus vecteur EF. Et là, magie de la relation de Charles, le point E intermédiaire disparaît, et ça se transforme directement en vecteur AF.
On a notre point de départ pour la preuve. La difficulté se trouve à droite de l'équation. On a l'addition de moins 1/2 du vecteur AD plus 1/2 du vecteur BA. Le professeur simplifie en factorisant par 1/2, ce qui donne, entre parenthèses, vecteur BA moins vecteur AD. Et pour éviter la soustraction, il transforme le vecteur négatif AD en un vecteur positif allant dans l'autre sens, de D vers A. Ce qui donne 1/2 facteur de vecteur DA plus vecteur BA. Et c'est là qu'intervient le coup de maître. On a ce vecteur DA qu'on ne peut fusionner avec rien. Mais la toute première phrase de l'énoncé disait ABCD est un parallélogramme. Et par définition, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc le déplacement du point D au point A est exactement le même que le déplacement du point C au point B. Le vecteur DA est parfaitement égal au vecteur CB. L'équation devient donc 1/2 facteur du vecteur CB plus le vecteur BA. Et voilà notre trajet en ville qui réapparaît, de C à B, puis de B à A. Une nouvelle application de la relation de Chasles sur CB plus BA nous donne simplement le vecteur CA. Le résultat final tombe. Le vecteur AF est égal à 1/2 du vecteur CA. Ou, écrit différemment pour garder l'ordre alphabétique, le vecteur AF est égal à moins 1/2 du vecteur AC. La preuve est faite. Les vecteurs sont collinéaires, les points sont alignés. Cela soulève une question importante. Pourquoi ce niveau de détail est-il si crucial? Pourquoi infliger cette rigueur chirurgicale à des adolescents? C'est vrai que ça semble extrême quand on a le dessin sous les yeux. Mais parce que ça leur montre que l'intuition visuelle, bien qu'utile, est fondamentalement insuffisante. L'œil peut croire voir une ligne droite alors qu'il y a une déviation invisible à l'œil nu. En mathématiques, la vérité absolue s'obtient par une chaîne logique inattaquable. Chaque maillon est justifié. Ça structure l'esprit d'une façon impressionnante. Pour résumer un peu le voyage qu'on vient de faire, nous sommes partis d'un document d'examen interdisant les calculatrices, forçant une maîtrise de l'algèbre pure, Nous sommes passés par la traduction d'un problème du monde réel en équation, pour finir par la résolution d'un mystère géométrique en utilisant une pure logique vectorielle. Ces sources démontrent vraiment un système éducatif qui pousse à la réflexion profonde, à l'abstraction et à la preuve méthodique. Si le langage mathématique permet d'arriver à des vérités universelles et incontestables grâce à une logique aussi stricte, on peut se poser la question de l'impact à long terme. Comment cette discipline mentale, cette habitude de refuser l'évidence visuelle au profit de la démonstration rigoureuse, façonne-t-elle la manière dont ces jeunes aborderont un jour les débats complexes ? Surtout dans un monde où les problèmes sociétaux sont nuancés et où la notion de vérité est souvent perçue comme subjective. Exactement. L'habitude d'exiger une chaîne d'arguments inattaquables pourrait bien être un outil civique puissant. C'est une pensée fascinante à méditer pour comprendre l'impact d'un simple cours de géométrie sur la formation de l'esprit critique global. Une excellente perspective pour conclure, la géométrie comme bouclier intellectuel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage mathématique et philosophique. Gardez cet esprit d'analyse bien affûté et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources.